Chers auditeurs et auditrices, bonjour sur Ambaro. Rendez-vous est ici donné, comme il a été toujours avancé, que chaque mois, on reçoit ici Saounda Benarive, juriste, mais également membre de l'Observatoire de la vie publique, pour nous aider à comprendre où est-ce que nous en sommes par rapport à ce que l'on entend ici par les élections et tout ce qui tourne autour. Bonjour. Bonjour. La situation a quand même évolué d'une certaine rapidité. Il y a vélocité d'idées, vélocité d'attaques. Mais tout compte fait, on se pose toujours la question, élection 2018, point d'interrogation. Là, il y a eu des réunions ici et là, il y a eu des déclarations. Dernièrement, il y a eu donc la déclaration des évêques, il y a eu aussi du FFKM. Les groupes politiques aussi se sont réunis et se sont positionnés, on peut dire quand même en force, avec 35 partis qui se sont rassemblés pour une seule idée. Mais il y a eu également des conseils de ministres où justement les élections ont été à l'ordre du jour et durant même des week-ends. Mais pour Saounda Benarive, qu'est-ce que cela connote ? Bon, écoutez, quelque part, je pense que c'est encourageant, c'est un signe quelque part de la consolidation de la démocratie. L'autocratie, donc, ici à Madagascar, ne passe plus aussi facilement. On ne peut plus décréter en haut aussi facilement. Les gens réagissent et il y a une soif de dialogue, comme nous faisons sur cette émission, pour discuter des tenants et aboutissants des différents textes. Donc peut-être que ça paraît un peu, il y a une certaine zizanie, etc. Mais je trouve quand même encourageant pour la démocratie et sa consolidation que au moins il y a une réaction de la société civile, il y a une réaction des groupes des églises, il y a une réaction de la communauté internationale et il y a une réaction aussi des partis politiques. La seule question maintenant, c'est quoi ça va aboutir, hein, comme vous dites, est-ce qu'il y aura les élections après tout en 2018 ? Le seul, en fait, qui ne joue pas le jeu de la démocratie, c'est le régime, parce qu'ils ont donc adopté les 3 lois organiques relatives aux élections, mais nous n'en connaissons rien sur le contenu. Et l'autre acteur de notre démocratie, de notre État, qui ne joue pas non plus vraiment le jeu, c'est le Parlement. Donc, on espère que éventuellement ils vont comprendre que tout cela, ce n'est pas pour le plaisir d'attaquer, ce n'est pas de la politique partisane si la société civile réagit. Mais c'est pour, justement, encourager la transparence, le dialogue, la prise en compte des avis des uns et des autres quand on décrète ou quand on légifère à Madagascar. N'empêche, si l'on revient un petit peu sur les partis politiques, ça pilule chez nous, mais là, quand même, on se retrouve avec 35 qui regardent dans la même direction. Est-ce que c'est encourageant quand même du point de vue pour des élections, selon votre observation, ou c'est juste tous contre un ? Bon, non, je pense que c'est encourageant quelque part parce que effectivement, les lois concernant les élections et les partis politiques, parce qu'il y a beaucoup de discussions sur le financement des partis, le financement des campagnes, tout cela évidemment les concerne au plus haut point. Et donc, nous sommes encouragés de les voir réagir. On aurait espéré qu'ils réagissent de la même manière sur d'autres thèmes, comme la loi de finances ou sur l'éducation ou autre chose comme ça. Mais je trouve quand même que c'est encourageant. Mais en même temps, c'est un signe que le débat parlementaire n'existe pas, qu'il faut réagir à l'extérieur du Parlement pour se faire entendre. Et ça, c'est pas un bon signe. Normalement, ça devrait être au sein du Parlement que ces débats ont lieu, ces échanges et la consolidation des 2 positions, la position majoritaire et la position d'opposition ou minoritaire. Mais je trouve que c'est déjà très bien. Évidemment, ça les concerne au plus haut point parce que même s'ils ne sont pas membres du Parlement aujourd'hui, ils aspirent tous à le rejoindre l'année prochaine. Oui, avec les élections législatives. Exactement. Oui. Donc, il est tout à fait normal qu'ils souhaitent avoir un regard sur la loi. Et je tiens quand même encore une fois à rappeler le processus qui a suivi les élections de 2013.
nous avons tous fait des évaluations sur les élections, que ce soit société civile, communauté internationale, les différents partis politiques, et c'est pour ça qu'il y a eu les consultations qui ont donné lieu à des recommandations qui ont été, parce que c'était des consultations à travers Madagascar, les recommandations ont été regroupées dans un rapport. Ça, c'était la commission consultative qui a eu la tâche de voir qu'est-ce qu'ils ont dit à Diego, qu'est-ce qu'ils ont dit à Tuléa. Et après, ils ont sorti un beau rapport et ce rapport a été soumis au comité interministériel. Et donc, les partis politiques déjà ont participé à ce processus et ils souhaitaient tout simplement confirmer que les textes avaient effectivement prise en compte toutes ces recommandations de toutes les parties prenantes concernant les élections, surtout après l'expérience de 2013. Quand je vous rappelle, c'était la première fois qu'il y avait une CENI, c'était la première fois qu'il y avait le bulletin unique, etc. Oui, mais si on reste toujours à travers donc ces consultations, ces grandes rencontres, la société civile en soi-même, est-ce qu'elle se sent de plus en plus forte par rapport à cette position des partis politiques pour aller de l'avant par rapport donc aux différentes lois ici? Bon, la société civile, elle défend l'intérêt général d'une certaine manière, la population en général, alors que les partis politiques, ils ont quand même des intérêts particuliers par rapport à la loi sur les partis politiques, par exemple. Le fait, il y avait la proposition, par exemple, que si vous ne participez pas à des élections pendant un cycle électoral de 5 ans, par exemple, que vous serez radié d'office. Bon, ils se sont insurgés, mais quelque part, nous, société civile, on pense que c'est normal, parce qu'à quoi sert un parti politique si ce n'est de se faire élire? Et donc, la discussion aurait pu porter sur, ok, peut-être pour la présidentielle, on ne veut pas 112 candidats parce qu'il y a 112 partis politiques, mais qu'il y a quand même une participation au cycle électoral à tous les niveaux par un parti. Sinon, après, il devrait être radié d'office. Donc, on n'est pas 100% aligné, mais je pense que c'est le genre de dialogue, le genre d'échange qu'on devrait avoir. Et on pourrait demander aux partis, tout se légifère, on peut avoir des mécanismes où il y a les coalitions, ou les groupements de partis, exactement, ouais, qui leur donneraient donc la possibilité de ne pas être radiés. Et voilà, il y a l'Union européenne aussi qui a réagi, oui, comme l'Union africaine. Oui, c'était intéressant que c'était le Parlement européen qui avait réagi. Vous savez, l'Union européenne, elle est divisée comme l'État malgache, donc il y a le Parlement, mais il y a aussi la Commission. La Commission, c'est l'exécutif. La Commission est surtout représentée ici à Madagascar. Et donc, on a vu là déjà, c'était très intéressant parce que c'est comme si le Parlement poussait la Commission à être un peu plus agressive par rapport à ces différentes questions. Et il y a aussi l'envoi. Vraiment, c'était pas quelque chose de programmé, mais du représentant de la Commission de l'Union africaine aussi. Ouais. Donc, nous sommes encouragés. C'est bien que la communauté internationale s'intéresse, mais c'est dommage qu'on doit toujours se faire fouetter par la communauté internationale avant de réagir. Ce serait bien qu'on fasse les choses par nous-mêmes. Et c'est-à-dire quand même qu'on a toujours, enfin quand je dis on, le Parlement européen comme l'Union africaine, ont toujours l'œil sur nous et sont quand même méfiants. Absolument, ils sont méfiants parce que, quelque part, pour l'Union africaine, ce sont des questions politiques. Ils veulent essayer de renverser la tendance en Afrique des coups d'État, etc. Vous avez vu leur réaction à ce qui s'est passé au Zimbabwe. C'est pas un coup d'État, c'est un coup de force, etc. Ils sont allergiques maintenant au coup d'État et ils s'intéressent beaucoup donc à la stabilité et c'est pour ça ils s'inquiètent pour la préparation des élections. Pour le Parlement européen, il faut dire que c'est un des plus grands bailleurs à Madagascar et c'est le redevable européen qui paye. Ce sont ces taxes. Effectivement, c'est l'argent des contribuables d'ailleurs. Voilà. Et donc, eux, ils se disent, est-ce qu'on va nous payer, donner en don quelques 500 millions d'euros alors que le pays va un peu de travers, etc. C'est pour ça qu'ils portent une attention particulière à ce qui se passe ici. Et donc, on ne parle pas du tout d'ingérence.
c'est plutôt une inquiétude par rapport à Oui, c'est une expression d'inquiétude. À mon avis, il y a un manque d'indépendance de la CENI par rapport au PNUD. Il y a ce qu'on appelle aussi quand même un basket fund, puisqu'on y est encore là, et ça hésite quand même. Oui, il est tout à fait insuffisant, le basket fund. Seulement 12 millions de dollars pour les élections, alors que c'était le double en 2013. Et il est tout à fait pas ambitieux. Ils souhaitaient répéter ce qu'ils ont fait en 2013, c'est-à-dire utiliser les mêmes urnes, utiliser les mêmes isoloirs, etc. Et ils n'avaient pas vu loin pour essayer d'anticiper, par exemple, la numérisation de la remontée des résultats, etc. Maintenant, si on doit acheter les ordinateurs, etc., pour faire remonter plus rapidement les résultats, ce n'est pas prévu dans le budget. D'accord. Mais on a parlé des autres, mais nous aussi, nous avons un Parlement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Que font nos députés? Écoutez, c'est là le vrai casse-tête de la démocratie à Madagascar. C'est vrai que notre constitution est établie de manière à ce que le Parlement soit affaibli. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 sessions parlementaires par an de 60 jours, c'est-à-dire de 2 mois. Et donc, toutes les lois, tous les avant-projets de loi doivent attendre le mois de mai ou le mois d'octobre. Et après, c'est vite, adoptez-nous ces lois, parce qu'il y a urgence, patati patata. Et le Parlement, en fait, on ne lui donne pas, comme la population, le public en général, le temps d'étudier, d'absorber, de réfléchir sur les textes de loi. Donc déjà, il y a une manière de traiter le Parlement qui fait qu'il ne peut pas vraiment accomplir sa mission à 100%. Mais je m'arrête là pour leur donner les excuses. À partir de là, je dirais que déjà, il n'y a que les 2 sessions parlementaires par an et l'absentéisme est incroyable. Et le fait qu'ils ne font pas un travail parlementaire d'étude des textes qu'ils adoptent, qu'on puisse adopter une loi de finances en un après-midi, est absolument incroyable. La loi de finances fait au moins 1000 pages. Et c'est absolument incroyable que ce soit adopté à l'unanimité, que personne ne questionne, par exemple. Quelle est la ligne budgétaire pour la Haute Cour constitutionnelle, alors qu'il n'y a que 9 hauts conseillers, quand on compare ça à la ligne budgétaire, par exemple, pour le Sénat, où il y a 63 sénateurs. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. C'est incroyable. Mais on pense plutôt à la pension. Oui, donc il y a un problème là. Il va falloir, j'espère, avant les élections... Ou de compréhension peut-être aussi par rapport aux termes juridiques, ça pourrait être ça aussi, aux termes financiers. Oui, c'est vrai. Mais il y a des travaux de commission quand même. Oui, mais je ne sais pas ce qu'ils font vraiment dans les travaux de commission. Ce n'est pas, ce n'est pas comme dans les pays un peu plus avancés où les parlementaires travaillent sérieusement sur les textes. Et mais vous savez, il y a par exemple aussi mon grief principal par rapport au Parlement, c'est dans tous les pays du monde, si vous intégrez le Congrès des États-Unis pour la première fois, vous avez de la formation pendant 1 mois. On vous dit comment faire, c'est comme ça le travail parlementaire, etc. On devrait avoir ça ici aussi, mais on est un peu trop orgueilleux, on se pense déjà suffisamment apte de faire le travail de parlementaire, on n'a pas besoin de formation. Et quand il y a formation, qu'est-ce qu'ils font? Financés par le PNUD ou autre, ils le font pendant la session parlementaire et pas en dehors, pendant les périodes où... Donc ça grignote déjà sur le peu de temps qui reste à consulter. Exactement. On doit vraiment réfléchir sur le rôle du Parlement. Et justement, ça c'est une des questions. C'est clair que la Constitution mérite d'être revue pour qu'on ait un Parlement un peu plus performant, qui puisse siéger peut-être toute l'année pour que les lois puissent être adoptées comme en France, en janvier, en février, et pas attendre le mois de mai, pour qu'il y ait le temps pour les travaux des commissions parlementaires, et aussi pour peut-être que ce soit un peu plus sélectif par rapport aux candidats qui sont choisis.
au Parlement, parce que s'ils ne savent pas parler français, par exemple, c'est peut-être un problème. Puis il y a le fameux référendum aussi, qui reste toujours d'actualité quand même. On n'entend pas tellement, mais on sent quand même quelque part qu'on y tient un peu. Oui, on ne veut pas lâcher, peut-être qu'on veut sauver la face, je ne sais pas, mais je pense qu'il est trop tard maintenant pour une soumission à cette session parlementaire, parce que si vous vous souvenez, le Parlement doit voter à une super majorité le texte de référendum. Donc on entame bientôt le mois de décembre. C'est déjà Noël pour les... Oui, donc je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait sûre que le référendum soit toujours au programme. Par contre, il y a une réserve toujours, c'est qu'on n'a pas vu le texte des 3 lois organiques relatives aux élections. Il se peut que les lois soient adoptées, et puis après, le régime va dire, pour mettre en œuvre ces lois, on doit faire le référendum. C'est-à-dire que le régime avance dans leurs étapes. Oui, mais nous, on n'a aucune clarté sur quelle est l'heure. Donc, si cela se pose, que va faire la société civile, par exemple ? Bon, enfin, nous, dans une démocratie, on exprime son point de vue, on a déjà donné tous les arguments possibles. S'ils insistent, évidemment, c'est leur pouvoir, leur prérogative de soumettre une question au peuple par référendum. Je pense qu'à ce moment-là, ce sera de la société civile et des partis politiques de faire la campagne, peut-être pour le non, peut-être pour le oui. Mais à ce moment-là, c'est ça la démocratie, c'est l'échange d'idées, etc. Mais si quelqu'un tranche et ils font ce qu'ils veulent... Donc c'est-à-dire c'est tout un travail de lobbying pour éclaircir davantage le citoyen qui va aller voter. Absolument. Ouais. Mais vu la situation actuelle, le riz à 2400 le kilo, les PPN qui augmentent, vous pensez comment la société civile approcher alors ou convaincre les électeurs à prendre en main sa destinée à travers des élections? Oui, il y a toujours un peu ce conflit entre le très court terme et le moyen et long terme à Madagascar, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des citoyens qui sont focalisés sur la survie de tous les jours et qui pensent je m'en fous du référendum, je m'en fous des élections, même pour les politiciens qui ne pensent qu'à aujourd'hui et pas à demain. Mais moi, je dois croire qu'il y a quand même une masse critique de Malgaches, ceux qui écoutent les émissions comme Embarraud, qui veulent que les choses changent et qui prêteront attention et qui participeront quand même aux élections, même si la survie au jour le jour est très difficile. Parce que, peut-être que l'élection ne va pas changer immédiatement aujourd'hui et la survie, quotidien, exactement. Mais là, le vote, c'est sur l'avenir. Dans 1 an, dans 5 ans, quand vos enfants prendront la relève, etc. Donc on espère quand même, moi je dois espérer, que malgré les difficultés du quotidien, que le moment venu, les gens viendront voter et voteront avec intelligence, bien informés, et que les médias aussi joueront le rôle pour les encourager à ainsi faire. En dernier point, si l'on parle de cette élection, est-ce que ça pourrait être inscrit dans les annales quand même par rapport à toute cette turbulence lente ou agressive Mais justement, l'élection devrait être quelque chose qui contribue à l'apaisement. En fait, toute cette question d'élection, référendum, ne fait qu'aiguiser l'inquiétude, la tension. On est déjà suffisamment stressé comme ça. Et maintenant, il y a des démarches antidémocratiques, je pense, qui manquent de transparence, qui ne font que attiser la tension et nous rendre encore plus méfiants, etc. C'était une opportunité sans égale pour le gouvernement de mettre en place un processus crédible où tout le monde met tous ses espoirs, mais ils font tout le contraire. C'était l'Embarraud avec Saoundra Benarif, juriste et membre de l'Observatoire de la vie publique sur notre émission. Merci.
Merci.